11h30. Donc, je vous propose de démarrer ce conseil. Je vais d'abord procéder à l'appel. Alors, Monsieur François-Xavier Berthaud. Monsieur Jackie Bertin. Monsieur Michel Biret. Boissineau Antoine. Bouillot Stéphane. Bréau Ludovic. Jannick Cabon. Là, Madame Champarneau. Sophie Davin. Donzello Lucie. Patricia Drouin. Foulonneau Mathieu. Hugues Fourage. Paul Grosbon. Alors, Madame Guignard est absente. A donné pouvoir Madame Rouault. Philippe Guyonnet. Ludovic Augbon, il est là. Anne Huetz. Présente, mais sans voix. Ah, elle est aphone. Elle est là, mais aphone. Très bien. Claire Lovrière est absente. A donné pouvoir Monsieur Verdon. Ghislaine Légeron. Mathias Lemoine. Macor Jean-Paul. Ariel Memto. Pierre-André Mété. Philippe Minier. Aurélie Normand. Pascal Plot. Christelle Rouault. Sylvie Saint-Cyr. Trudeau Christelle. Verdon Sébastien. Vergniaud Benjamin. Et Dominique Vérac-Griot. Très bien. Merci. Alors, je n'ai pas de PV à vous proposer. Le service était un petit peu chargé ce mois-ci et les conseils étaient assez proches. Donc, vous aurez les retours de PV au prochain conseil. Donc, secrétaire de séance, Monsieur Fourage, dans l'ordre du tableau, si vous en acceptez la charge. Merci. Et je vais laisser la parole à Ghislaine Légeron pour les décisions prises par le maire. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous avons 50 dossiers qui ont été déposés pour les droits de préemption urbain entre le 17 mai et le 10 juin 2024 et aucun dossier n'a fait l'objet d'une préemption par la ville. 2 dossiers relatifs aux droits de préemption de fonds de commerce artisanaux et beaux commerciaux ont été déposés et aucun des 2 dossiers n'a fait l'objet d'une préemption. Un concerne Arthur Immo, et le deuxième, c'est le Captain. En ce qui concerne les décisions, alors si vous en êtes d'accord, comme les fois précédentes, je vais vous faire un résumé. Et si vous avez des questions par la suite, eh bien, nous y répondrons. Des avenants à des conventions relatives à l'attribution d'aides directes et indirectes pour des associations, des conventions de prestations à titre payant avec des associations, des conventions de mise en place d'un dispositif de secours avec la protection civile, une convention de mise à disposition payante d'un terrain et de vestiaires à la Plaine des Sports, une convention d'occupation des installations sportives au Collège Viette, des conventions de prêt de jeux par la ludothèque, les tarifs relatifs aux animations et sorties concernant les places éphémères 2024, des conventions et résiliations de mise à disposition de parcelles au Jardin des Ors, des baux d'habitation pour le 34 rue Rabelais, des demandes de subventions pour les travaux de l'église Notre-Dame auprès de la région, du département et de la DRAC, un contrat de location pour le 25 rue des Cordiers, une convention de mise à disposition de locaux au 76 rue des Loges, une convention de fauchage, l'émission d'un titre de recette pour un remboursement de sinistre, une demande de subvention DETR pour l'aménagement d'une nouvelle salle d'archives municipale à la Maison Baron, un avenant de résiliation à une convention d'occupation de parcelles, des conventions cadres de mise à disposition de locaux partagés à des associations, un virement de crédit sur fongibilité pour le paiement de l'avance à l'EPF de la Vendée dans le cadre de l'opération Lusso, des conventions de résidence de création à l'association Gianni Joseph à l'espace culturel de la gare et à la compagnie Midi à l'Ouest au théâtre. Des conventions et des avenants pour des mises à disposition de l'espace culturel La Gare et du théâtre municipal, des contrats de cession de spectacles, une convention de commercialisation pour des visites guidées de groupes concernant la programmation Ville d'Art et d'Histoire, des contrats de partenariat avec la Vendée Grand Sud, les tarifs des spectacles de la saison culturelle 2024-2025 et des contrats à titre payant et à titre gracieux pour des expositions à la médiathèque, une convention pour des ateliers d'écriture à la médiathèque dans le cadre de rendez-vous compte
et une convention de mise à disposition par la Comcom à titre gratuit d'une tondeuse autoportée. En ce qui concerne les marchés, donc il y a 2 contentieux Le Mestre 2 et contentieux Le Mestre 3 avec SELARL Atlantique Juris, un contrat pour la diététicienne 2024 cuisine centrale avec Madame Brettenbach Amélie, et un contrat d'entretien des espaces verts pour Gaillardon, la Collinerie 1 et 2, Mérité et Pierre Blanche avec Orvert Paysagiste. Et il vous est donc proposé de prendre acte des décisions prises par Monsieur le maire par délégation. Merci, Madame Légeron. Est-ce que vous avez des questions sur ces décisions? Madame Vérague. Je vous remercie, Monsieur le maire. Trois questions ou 3 précisions que nous vous demandons d'apporter. Les 2 premières concernent des décisions, c'est la numéro 125 et la numéro 215. Et puis, le dernier, c'est sur les marchés. Sur la décision du maire, la numéro 125, c'est la demande de subvention DETR pour l'aménagement d'une salle d'archives à destination des archives municipales. On voulait savoir, le choix s'est porté sur la Maison Baron, on voulait savoir si d'autres lieux avaient été envisagés, peut-être moins isolés, parce que ça reste des archives et il faut que ça soit malgré tout protégé. Est-ce qu'il y avait possibilité de faire appel à un prestataire extérieur? Voilà. Est-ce qu'on a envisagé, la surface mise à disposition, est-ce que, au fur et à mesure que les archives arrivent, est-ce que la surface envisagée, pour l'instant, reste suffisante? Et j'imagine qu'il y aura un inventaire, entre guillemets, de fait des archives pour qu'on puisse déjà faire un premier tri avant de les déménager. Donc on suppose que c'est un déménagement définitif à la Maison Baron. Vous voulez que je réponde maintenant ou je vous laisse poser vos questions puis on répondra après? Alors, comme vous voulez. Allez-y. Alors, donc ça, c'était la première. La deuxième, c'était la décision numéro 215 sur l'avenant de résiliation à la convention d'occupation précaire de la parcelle. Ça, du coup, nous l'avons appris par un article de Ouest France fin mai. C'était une parcelle qu'exploitait M. Gaborio en tant qu'activité de maraîcher. Aujourd'hui, il y a une volonté de créer un cimetière naturel. A priori, vous êtes dans votre bon droit pour ne pas renouveler ce contrat, cette mise à disposition de ce bail. Voilà, merci Jackie. Des terrains ont été proposés. A priori, ça ne faisait pas l'affaire. Soit ils étaient inondables, soit effectivement ils étaient en contrebas du cimetière actuel. Donc, ce n'était pas vraiment vendeur pour le maraîcher. Lui, il parlait également de préservation des terres agricoles. Alors, nous, la question, c'était est-ce que c'est une décision opportune, sachant aussi qu'il existe un projet, alors même si c'est 2 choses différentes, de crématorium qui est porté par la communauté de communes. Le cimetière végétal, en plus, on a des contraintes et ça ne s'adresse pas à toutes les sépultures. Pour m'être un petit peu renseigné sur celui de Niort, qui a ouvert il y a une dizaine d'années, on ne peut pas dire que ça, même s'il y a une demande, elle n'est pas explosive. Voilà, donc c'était les précisions qu'on voulait avoir. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de ne pas renouveler un bail pour permettre l'ouverture d'un cimetière végétal? Donc voilà, ça c'était la deuxième. Et puis la troisième, c'était sur l'attribution des marchés. Non, pardon, du tout. C'était sur les marchés, sur le contentieux qui opposait la ville à monsieur et madame le Mestre. On voulait savoir si c'était en rapport avec la friche Caleka. On avait cru comprendre, alors c'est pour ça qu'on pose la question, on ne sait pas ce qu'il en est. Si c'est en rapport avec la friche Caleka, on avait cru comprendre que le recours n'avait pas abouti, donc on voulait savoir où on en était. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors je vais répondre, puis peut-être il y aura d'autres questions. Peut-être sur l'affaire Le Mestre, Benjamin, peut-être déjà. Alors sur l'affaire Le Mestre, c'est un autre contentieux entre 2 particuliers, ça ne concerne pas du tout le sujet Caleka dessus. Okay. Alors on va répondre peut-être à plusieurs voix. Alors sur le cimetière, parce que normalement c'est Anne qui s'occupe du sujet, mais elle est un peu à faune ce soir, on voudrait bien l'excuser. Peut-être Stéphane, tu veux donner des éléments? Puis je compléterai éventuellement.
Oui, on en parle depuis plusieurs années. Alors, il y a plusieurs éléments. On en a parlé avec Anuets. C'est d'abord classé au PLU comme extension de cimetière depuis très longtemps. C'est une extension de cimetière, naturelle ou pas. Donc, de toute façon, c'est déjà classé au PLU. Il y a un besoin d'extension de cimetière. Moi, Paul Gaborio, je l'ai rencontré depuis 3-4 ans déjà. Donc, il est au courant du sujet de faire une extension de cimetière. On lui a proposé différents endroits. La ville possède suffisamment de terre. Il y a les 6 hectares à Boisse, il y a différents endroits, mais c'est toujours trop loin. Évidemment, c'est pas attenant, ça c'est sûr. Après, on a essayé de trouver une solution. On a passé beaucoup de réunions, beaucoup de temps. Il est venu dans le bureau du maire plusieurs fois. Une solution pour qu'il garde une partie. Vous en avez parlé tout à l'heure du terrain actuel, puisque le cimetière naturel ne prendrait que la partie haute, sachant que de toute façon, à long terme, ça sera l'entièreté de la parcelle, les 6 000 m² à peu près, qui serviront pour un cimetière naturel ou pas. Donc c'est un choix. C'est vrai qu'il y a le crématorium, il y a des cimetières. Celui de Saint-Jean est quand même assez saturé. Charzay a beaucoup de place, Saint-Médard reste un peu de place, mais Notre-Dame est très demandée. Donc c'est un choix de passer en cimetière naturel. C'est complémentaire du crématorium et des cimetières, j'allais dire, classiques. Après, nous, on a fait tout ce qu'on a pu pour lui proposer d'autres parcelles à différents endroits. On a pensé au Jardin des Heures aussi. On a pensé... donc, il y a une parcelle du côté de Saint-Médard aussi. C'est vrai qu'il est en union d'âme, mais pas toute l'année. Mais on peut faire du maraîchage. Il y a des maraîchers qui sont installés tout près des terres de Boisse et qui sont en zone inondable. Donc, c'est faisable, mais c'est trop loin. Voilà, la principale difficulté, c'est que c'était trop loin. On a fait tout ce qu'on a pu, on était prêt à l'aider sur différentes démarches pour trouver. Après, voilà, c'est comme ça. De toute façon, c'est une question de temps. Ce bail précaire existe depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'on le renouvelle. Comme son nom l'indique, un bail précaire, on sait que d'un moment à un autre, en prévenant dans les délais, on peut perdre l'exploitation de la parcelle. C'est un choix. Quelques éléments complémentaires, effectivement, sur ce dossier. Monsieur Gaborio, la famille Gaborio cultive ce terrain depuis très longtemps par un bail précaire, puisque le terrain est classé comme une extension des cimetières depuis des années. Ce n'est pas cette municipalité qui l'a décidé. Quand vous cultivez, j'ai été agriculteur, quand vous cultivez un terrain en bail précaire, vous savez qu'à tout moment, vous pouvez perdre le terrain que vous occupez. C'est le principe d'un bail précaire. Il y a des agriculteurs sur la commune, dans le cadre de la révision du PLU, qui doivent, quand une entreprise s'installe, rompre le bail et quitter les locaux, enfin en tout cas les terrains qu'ils utilisent. Donc M. Gaborio le sait depuis longtemps. Les parents en particulier, le fils qui s'est installé récemment également, il s'est installé en connaissance de cause. Donc M. Gaborio n'a pas été pris en traite par la commune. Il a fait ce choix de s'installer. Dans la mesure où il n'y avait pas de projet, ce n'était pas un sujet. Au début du mandat, je crois que Anuets et Stéphane Bouillot l'ont rencontré, lui ont dit que le projet arriverait probablement à mi-mandat. On y est. Donc moi, je l'ai reçu effectivement 2 fois. Voilà, ben évidemment, il n'est pas content. Il aurait préféré rester sur cette parcelle. Voilà, il y a un projet municipal d'une extension du cimetière pour un cimetière naturel. Donc c'est un travail qu'ont fait les services espaces verts d'ailleurs de la ville avec les élus pour ce projet complémentaire d'un cimetière naturel, parce qu'aujourd'hui, sociétalement, effectivement, il y a une envie pour des gens d'être inhumés dans un cimetière naturel. C'est comme ça. Et puis nos cimetières sont de toute façon bien saturés. On peut faire que des reprises de concessions aujourd'hui en dehors de celui de Charzay. Donc c'est un choix. On a proposé à M. Gaborio plein de solutions. Les terrains du Bardou, qui sont aussi des terrains communaux qui sont cultivables, puisque les Jardins du Cœur les ont cultivés pendant un moment. On lui a proposé d'autres solutions. On a évoqué le Jardin des Hors sur une partie de la parcelle. On lui a proposé, puisque la famille est propriétaire de terrains à Boisse, on a proposé à M. Gaborio de l'accompagner financièrement, alors qu'aucune obligation réglementaire est valable pour la commune. Donc on a proposé, puisque c'est un terrain, je crois, il y a des terrains en friche, on a proposé de l'aider, de l'accompagner financièrement pour cultiver ces terrains, qui sont des terrains propriété de la famille. Bon, il semble que rien ne soit positif, pour des raisons qui s'entendent, parce que je pense qu'ils ont des locaux, ils ont un siège d'exploitation à côté, donc ça s'entend. Voilà, maintenant, la municipalité est propriétaire de ces terrains, il y a un projet municipal, on a fait les choses en bonne et due forme. Voilà, je regrette qu'on n'ait pas pu trouver. En tout cas, moi, mon bureau est toujours ouvert pour la famille Gaborio. Si on peut l'accompagner dans les mois et dans les années qui viennent, mon bureau, en tout cas, sera toujours ouvert. On n'a évidemment rien contre cette famille, bien au contraire. On n'a évidemment rien contre l'agriculture biologique. Évidemment, on y est favorable. Et je rebondis pour vous dire que le dossier de la ferme de Boisse, c'est un dossier qui avance, puisqu'on a conventionné avec un organisme qui s'appelle le SIAP. C'est ça, Stéphane ? Voilà, avec qui on travaille pour
pouvoir implanter effectivement un agriculteur biologique sur la ferme de Boisse. Donc j'espère qu'on reviendra vers vous dans les mois, les semaines qui viennent pour annoncer de bonnes nouvelles de ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur Boisse. Non, mais ça avance plus vite maintenant. C'est vrai, on devrait signer la convention fin août. On le passe au BS tout à l'heure, vous allez le voir, en budget supplémentaire, en fonctionnement, une somme de 10 000 € pour financer le SIAP. C'est pour l'aide à l'installation de l'agriculture paysanne, pour trouver des maraîchers bio, parce que ce n'est pas si simple que ça. Il faut l'accès à l'eau, il faut de la place, il faut vérifier que les terres sont en bio. Donc ce qui est le cas, le GAP va venir au mois de septembre pour ça. Donc ça avance bien, mais on en reparlera quand ça sera une décision du maire, la signature de la convention avec le SIAP. Voilà, ça c'était pour M. Gaborio. Et puis il reste une question sur les archives, c'est ça, non ? En ce qui concerne le cimetière naturel, effectivement, nous avons fait comme vous, nous l'avons visité, le cimetière naturel de Niort, qui existe depuis une dizaine d'années. Et il y a tellement de demandes qu'actuellement, ils sont en projet de l'agrandir. Donc, c'est même plus un projet, ils sont en train de l'agrandir. Alors, tellement de demandes, oui, Mme Léjon, 4 en 2015, 13 en 2020 et 23 en 2021. Donc, c'est pas... Oui, mais n'ayant plus de place, ils l'agrandissent actuellement. Oui, j'entends bien, mais on ne peut pas dire que ça soit l'explosion de la demande. Ah, je n'ai pas parlé d'explosion. C'est simplement que le cimetière de Niort, actuellement, le cimetière naturel, est trop petit. Donc, ils l'agrandissent. C'est bien qu'il y ait une demande. Non, mais le choix, après, j'ai envie de dire, du cimetière naturel ou pas naturel, ça peut s'entendre ou se défendre, ça peut. Mais de toute façon, nos cimetières sont saturés. Vous avez évoqué le crématorium. D'ailleurs, les travaux devraient démarrer incessamment sous peu, là, je pense, après l'été. C'est un choix. La crémation ou l'inhumation, j'ai envie de dire, c'est un choix personnel. Certains veulent... voilà, donc ça... Mais dans les deux cas, effectivement, l'inhumation naturelle est une demande effectivement assez forte désormais. Voilà, qu'on voit bien d'ailleurs dans les chiffres que vous avez évoqués, qui est limitée mais qui monte. Voilà, parce que c'est une demande. Et puis la crémation aussi, vous avez raison. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est c'est compliqué. Enfin, les services de l'état civil qui gèrent les cimetières, voilà, à part les reprises de cimetières qui sont lourdes, qui sont compliquées, vous savez bien, pour faire des reprises de concession, c'est très compliqué. Voilà, on a un besoin modéré, certes, mais en tout cas d'augmentation du cimetière. On a fait ce choix de faire à la fois une extension et à la fois d'un cimetière naturel. C'est un choix, en tout cas, que porte la municipalité. Antoine, peut-être pour les archives. Oui, par rapport à votre question sur la création des archives à la Maison Baron, nous avons choisi ce bâtiment parce que, en fait, il était déjà adapté au niveau du plancher pour recevoir une charge importante. Les archives comprennent un poids important en mètres carrés et il y avait déjà un plancher béton qui avait été réalisé à l'époque dans le cadre des fouilles archéologiques. Donc c'est pour ça que ce choix s'est porté sur ce bâtiment. Et puis ensuite, le poste de l'archiviste sera dans ce bâtiment précisément. Et comme vous le savez, c'est un cadre agréable. Donc voilà. Et tout cet étage était inoccupé. Donc c'est pour ça que nous en profitons pour isoler le bâtiment et refaire un peu d'électricité et de revêtement de sol. Voilà. Oui, il y a beaucoup de surface. Je pense qu'on a au moins 160 mètres carrés. Et puis, en fait, c'est surtout un espace de tri, en fait. Et c'est vraiment un espace dédié aux archives. Elle pourra travailler dans de meilleures conditions. Voilà. Donc, oui, tout à l'heure, on a recruté, vous vous souvenez peut-être pas, mais depuis le mois de septembre dernier, une archiviste qui fait ce travail, effectivement, d'archivage et qui fait un grand travail de nettoyage, parce qu'il y en a beaucoup à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 3 points. Monsieur Bertin, vous aviez une autre question ? Pris la réponse, c'est-à-dire que c'est le lieu définitif. C'est-à-dire que les archives définitivement seront à la Maison Baron. Non. Alors, non. Je peux peut-être compléter. Ah ben, c'est ça la question. C'est un premier lieu de stockage, mais c'est pas forcément définitif. Non. Voilà. Vas-y. Puis, alors oui, c'est un premier lieu de stockage qui va durer quelques années, c'est sûr, et surtout les travaux qui sont réalisés pourront servir à n'importe quelle utilisation derrière du bâtiment, de pouvoir refaire des huisseries ou refaire des portes, peu importe la destination demain du bâtiment. Il y a une grande partie des travaux qui permettent juste d'entretenir nos patrimoines aussi sur ce bâtiment-là. Alors les archives, comme l'a dit Antoine, ce lieu-là servira d'une première partie d'archives vivantes avec un local pour le tri, accès informatique, etc. Et évidemment, il y a des volumes colossaux qui doivent être stockés parfois ailleurs, mais qui ne sont pas forcément consultables comme pourront l'être les archives qui sont stockées à la Maison Baron.
Merci, M. Vergniaud. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Berthaud. Oui, ma question, c'est concernant le contrat d'entretien des espaces verts. Donc, c'est un contrat pour 1 an, déjà, point d'interrogation. Deuxième question, qu'est-ce qu'on entend par entretien? Et la dernière question, combien d'interventions il est prévu par an? Monsieur Vergniaud. Alors oui, c'est bien un contrat d'1 an, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on passe dans les différents marchés à chaque fois le renouvellement de ce contrat avec des prestataires qui peuvent être différents en fonction des coûts proposés et surtout de la satisfaction du travail réalisé par le prestataire. Aujourd'hui, c'est des entretiens de tonte notamment et de nettoyage dans des parties de lotissement qui ont des espaces verts, des lotissements avec de la voirie communale. Et donc, il y a entre 6 et 8 passages par an de mémoire sur cette prestation-là. C'est un choix qu'on a fait il y a je crois d'ailleurs sous l'ancien mandat. C'est un choix qu'on a travaillé avec les services espaces verts, parce qu'en fait, on a fait des rétrocessions de lotissements, quand même quelques-unes depuis 10 ans, hein, les uns et les autres. Et donc, c'est vrai que c'est un travail qui passe beaucoup de temps à nos agents. Et puis qui n'est pas très valorisant parce que il y a plein de petits espaces verts dans des lotissements. Donc on a fait le choix de faire un marché global et de faire une partie en prestation. Ça évite à nos services d'aller un peu partout et de se concentrer sur les missions plutôt cœur de ville. Voilà. Donc effectivement, on a renouvelé parfois la prestation, le marché. Donc globalement, je crois pouvoir dire qu'on est plutôt satisfait. En tout cas, on a plutôt des bons retours. Mais voilà, mais c'est quelque chose qui peut un jour s'arrêter. En tout cas, c'est un choix qui permet d'alléger un peu quand même le travail de service technique. Voilà. Oui. C'était sur la décision 379 relatif au virement de crédit sur fongibilité pour le paiement de l'avance à l'établissement public foncier de la Vendée dans le cadre de l'opération Luceau. C'est une décision qui date du 26 décembre 2023. On la voit aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même un peu tard sur cette question-là, d'autant que c'est un virement sur fongibilité. J'imagine que c'était lié dans le cadre de l'AM57 à la question du virement de chapitre à chapitre. J'imagine, sinon ça, je ne verrai pas d'autres hypothèses. J'aimerais que à l'avenir, ce type d'information ne mette pas 7 mois pour venir à la table du Conseil, sachant que c'est normalement au plus proche Conseil que ça doit se faire. Monsieur Vergniaud. Alors sur la date du passage, en effet, il y a un délai certain. Après, on avait eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur les modifications qu'il peut y avoir et l'organisation le phasage qu'il y avait dans les différents versements avec l'EPF dessus. Donc ça, c'est en tout cas sur l'organisation du paiement et le coût de la charge du foncier, ça avait pu être évoqué avant, même si en effet ça n'avait pas donné lieu au passage de cette décision-là sur la partie technique. C'est juste quand même pas anodin. Un virement de chapitre, ça veut dire qu'on a une limitation et qu'on est obligé d'aller chercher dans un autre chapitre. C'est quand même pas anodin en termes de décision budgétaire. Merci. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose donc de prendre acte. Et je vais laisser la parole à Mme Meumetot. Donc, il s'agit d'une première délibération concernant la mise à disposition. Enfin, c'est le contrat de concession de mise à disposition, installation, maintenance, entretien, exploitation commerciale du mobilier d'affichage urbain et services associés. Merci, Monsieur le maire. Oui, donc en décembre, le conseil municipal a approuvé le principe du lancement d'une consultation en vue de la passation d'une concession de service pour le renouvellement du mobilier urbain. La consultation a été lancée en février 2024 et la date limite de réception des candidatures et des offres fixée au 5 avril. 3 sociétés ont fait acte de candidature. La société JC2Co France, qui assurait ce service, la société Philippe Védio Publicité et la société Phoenix Group. Le 13 mai, les 3 candidats ont été auditionnés afin de présenter et de préciser sur certains aspects leurs offres respectives. Et
L'offre de Philippe Védio Publicité a présenté, nous semble-t-il alors, une réponse la plus adaptée aux attentes de la collectivité. Donc une nouvelle discussion a été menée le 29 mai et l'offre de service finale a été transmise en date du 4 juin. Ainsi, donc, au regard de l'analyse des offres effectuée sur la base des critères précisés dans le règlement de consultation, il est proposé de retenir l'offre de la société Philippe Védio Publicité. Il vous est donc proposé de décider de retenir la société Philippe Védio Publicité comme concessionnaire, d'approuver le projet de contrat de concession pour la mise à disposition pour une durée de 12 ans et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession de service avec la société Philippe Védio Publicité. Merci, Madame Meucto. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Madame Vérag. Non, merci, Monsieur le maire. Juste une petite précision sur les documents en annexe. Il y avait pas mal de petites précisions, en l'occurrence sur la communication qui serait faite. Donc, une partie, il y a un côté qui sera destiné à la communication de la ville et l'autre côté sera un affichage libre. La question, est-ce que la communication qui sera faite sur l'affichage libre sera nécessairement en rapport avec des entreprises ou des événements de la ville, ou est-ce que ça sera au bon vouloir de la société? Ah bah non, c'est le principe de ces marchés. D'abord, je rappelle que le principe, c'est qu'ils nous mettent à disposition du mobilier urbain gratuitement. Enfin, gratuitement, non, c'est pas gratuit. L'échange, c'est qu'ils se financent par de la publicité sur des versos. Donc, la communication institutionnelle, c'est celle que vous connaissez déjà, hein, donc qu'elle soit numérique ou en print. Donc ça continue sur différents emplacements. Donc il y a eu un travail de toilettage un petit peu, mais donc peut-être Benjamin et puis Ariel qui ont participé aux ateliers pourront peut-être en parler davantage. Et donc non, on n'a pas le choix, nous le publicitaire, il vend à son panneau publicitaire à n'importe quelle enseigne commerciale qui veut acheter. Donc là-dessus, nous, on n'a aucune maîtrise de rien. La seule chose qu'on maîtrise, c'est l'affichage municipal. Voilà. Hein. Je sais pas, Benjamin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ça... C'est au recto des panneaux, des sucettes, comme elles sont appelées, c'est pas affichage libre, c'est affichage publicitaire. Donc c'est pas tout. Après, il y a d'autres panneaux dans le marché aussi d'affichage libre, c'est le vieux mobilier qu'on connaît tous, qui est plus que dépassé. Et avec Anne, elle a réalisé un travail d'inventaire pour justement pouvoir renouveler et moderniser ces panneaux. Mais là, il y aura des espaces d'affichage libre dédiés où tout le monde pourra venir coller ses affiches pour les concerts et autres, comme on connaît. Donc vous avez eu dans le dossier, donc c'est un peu, alors de mémoire, mais il y a peut-être eu des corrections. Je crois qu'il y a 34 effectivement abribus, donc certains dont d'ailleurs sont, dont 17 je crois avec éclairage solaire. Il y en a 17 qui sont normaux, donc les abribus que vous connaissez. Bon, il y a quelques corbeilles, ça c'est pas très grave. Il y a les planimètres, ce qu'on appelle les sucettes vulgairement, les planimètres, donc avec effectivement 2 modèles. Donc là, il y en a à peu près 45 sur l'ensemble de la ville. Sur les emplacements que vous connaissez à peu près, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y en a 4, je crois, ça c'est dans le cadre de Ville d'Art et d'Histoire. Hein, oui, il y a les 4 totems d'entrée de ville qui seront changés, effectivement, avec un affichage particulier. Il y a des planimètres aussi qui sont spécifiques avec un petit i comme information pour des plans sur la ville, parce qu'encore des gens, tout le monde n'est pas sur un smartphone, il y a aussi des gens qui regardent. Ce qui sera nouveau, c'est les 2 colonnes Maurice pour faire l'affichage des saisons culturelles, du théâtre et puis de Cassin. Donc ça, c'est quelque chose qui sera nouveau. Il y a aussi je crois qu'il y a un panneau numérique de mémoire qui sera dans les halles. Ça, c'était une demande aussi des commerçants d'avoir de l'affichage municipal. Et puis après, les panneaux d'affichage libre pour éviter les panneaux que vous connaissez ou les emplacements comme l'école de musique ou le transformateur qui sont particulièrement sales. Et donc on mettra à disposition, et on essaiera de veiller à ce que ce soit bien utilisé pour respecter l'affichage un peu plus sauvage, je dirais. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc c'est un marché sur 12 ans et pour la dernière fois, c'était un marché qui avait été assez peu disputé. On a eu la chance d'avoir 3 opérateurs de qualité. C'est JC Deco qui avait le marché que vous connaissez. Et là, on vous propose de retenir un concurrent qui s'appelle donc Védio. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah, pardon, je n'avais pas vu.
Monsieur Fourage. Oui, juste, vous avez dit que ce n'était pas gratuit, effectivement. C'est une redevance du domaine public. C'est ça. Donc moi, j'aurais aimé... Est-ce que vous avez fait l'estimation? Parce qu'en fait, on voit bien que la contrepartie, c'est la publicité, c'est l'utilisation libre de la publicité des différents supports. Hein. Est-ce que vous avez fait une comparaison si c'était la ville qui... et oui, c'est quand même intéressant, puisque 12 ans, c'est pas neutre, c'est long. Est-ce que économiquement, il n'aurait pas été... La question, elle est simple. Hein, est-ce que économiquement, il n'aurait pas été plus intéressant pour la ville d'avoir une régie de publicité et de fournir elle-même les mobiliers urbains, sachant que dans le contrat tel que je l'ai lu, le mobilier urbain appartient à la société. Donc ça veut dire qu'en cas de changement de société, de toute façon, on changera le mobilier urbain. Donc la question, c'est est-ce que cette comparaison économique a été faite? Alors, c'était l'objet de la délibération du 12 décembre 2023, en fait, cette question-là, et c'est le travail qui a été fait dans la commission, justement, pour pouvoir statuer. Et le 12 décembre 2023, ce même conseil municipal a approuvé le lancement d'une concession de service. Donc la question s'est posée à ce moment-là. On pourra vous donner les éléments liés à cette délibération, si vous le souhaitez. Oui. Madame Memto. Non, ce que je voulais dire, c'est que je n'avais pas l'impression que c'était le travail de la ville de faire une régie de publicité. Chacun son métier. Vous savez, Madame Memto, il y a des villes qui le font, tout simplement. La ville de Fontenay-le-Comte l'a fait auparavant. Donc la question, elle est pas, on ne peut pas la balayer d'un revers de main aussi rapidement. Je voulais juste dire à M. Vergnaud que le 12 décembre, pour des questions personnelles, et vous savez très bien, je n'étais pas là, voilà, je ferme la parenthèse, mais je m'y référerai. La question c'est juste, effectivement, l'intérêt pour la ville. Il n'y a pas d'autre esprit malin dans ma question, sauf à savoir si on va jusqu'au bout de ce questionnement, qui est quand même un questionnement important, sachant qu'on est sur un type de contrat. Alors, attention à la dénomination juridique, contrat délégation de service public, c'est pas aussi clair que ça. J'ai regardé ça dans le détail pour le coup, parce que la jurisprudence Decaux, c'est une jurisprudence de 2004 qui est un arrêt du Conseil d'État particulier et qui donne la contrepartie, c'est la redevance normalement. Donc normalement, à tout un chacun, la question de la redevance de l'occupation du domaine public se doit d'être faite. Voilà, c'était... Merci. Pas d'autres questions. Du coup, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Christelle Rouault. Donc là, il s'agit d'avenant concernant les travaux de rénovation et de restructuration du groupe scolaire Bourron-Massé. Tout à fait. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la réhabilitation de l'école Bourron-Massé et suivant les préconisations de l'architecte, l'avancement des travaux fait apparaître quelques modifications techniques à réaliser pour les lots 9, 11, 12 et 15. Donc des lots, si vous vous référez au tableau, qui concernent les menuiseries intérieures, faux plafonds, les sols scellés pour les plinthes et chauffage, ventilation, plomberie et sanitaire. Il convient donc de conclure des avenants pour les lots cités ci-dessus. Je ne vous détaille pas tout le tableau, vous avez tous les montants en annexe. Et il est proposé au conseil municipal d'approuver les avenants numéro 2 pour les lots 9, 11 et 12 et l'avenant numéro 3 pour le lot 15 du marché de travaux pour la rénovation et la restructuration du groupe scolaire Bourron-Massé présenté dans le tableau ci-dessous et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents afférents à ce dossier. Merci. Madame Rouault, est-ce que vous avez des questions sur ces avenants mineurs? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Alors, une autre délibération qui est importante, c'est celle du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authis. Donc c'est notre participation au financement des travaux de restauration de la chaussée de Pilorge. Monsieur Vergnaud. Merci, monsieur le maire. Donc, en effet, le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Authis, le SMVSA, a en charge d'animer le contrat territorial Eau, Marais, Poitevin, Vendée-Aval et Longève, entre autres, pour sa période 2021-2026. Et dans ce programme est inscrit la restauration de la continuité écologique, et notamment avec un travail autour de la chaussée de Pilorge. C'est pourquoi il a été décidé dans cet aménagement de conserver la chaussée, de la restaurer et de réaliser une passe à poissons qui contourne l'ouvrage afin de permettre son franchissement par les espèces piscicoles.
Pour faciliter cet aménagement, la communauté de communes a souhaité se porter acquéreur d'une partie du foncier. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'une délibération au conseil communautaire précédemment. Et la ville est propriétaire, elle, de la partie chaussée de Pilorge. Et c'est pourquoi il est convenu qu'elle participe au financement des travaux de restauration de la chaussée de Pilorge, ce qui représente un montant total de 47 315,50 €. Et cette opération doit faire l'objet d'une conclusion de travaux, sachant que des modifications additionnelles en cours de travaux feront éventuellement l'objet d'une participation complémentaire par voie d'avenant si besoin. Et à noter que ce projet avance avec des travaux qui vont pouvoir être réalisés dès cet été. Et c'est pourquoi il vous est proposé d'approuver ce soir les travaux de restauration de la chaussée de Pilorge pour un montant de 47 315,50 €, d'approuver les termes de la convention de travaux à intervenir avec le SMVSA relative aux modalités techniques et financières de la réalisation d'une opération de restauration de la chaussée de Pilorge, qui est jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le SMVSA. Merci Monsieur Vergniaud. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Pas de questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. De l'ouverture du centre de santé provisoire au 76 rue des Loges. Donc là, c'est pour pouvoir percevoir la subvention de la région des Pays de la Loire, convention financière pour les travaux. Merci, Monsieur le maire. Depuis maintenant plusieurs années, la ville de Fontenay-le-Comte, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et de manière générale le Sud-Vendée connaissent une pénurie de praticiens médicaux et notamment de médecins généralistes. La ville s'est impliquée dans l'attractivité du territoire pour ses professionnels de santé au travers des mobilisations, une offre de logement d'interne ou d'aide au loyer. Fort de 2 maisons de santé, le Pays de Fontenay-Vendée veut encore accentuer ses efforts en faveur des habitants du territoire. Des projets sont en cours. Un village santé est à l'étude et ouvrira ses portes près du centre hospitalier à l'horizon 2026. Il sera géré par un organisme, Care Santé, qui sera chargé de recruter des professionnels de santé, mais également de piloter ce nouvel outil pluridisciplinaire au service de la santé en Pays de Fontenay-Vendée. Dès maintenant, un centre de santé provisoire ouvrira ses portes au mois de juillet 2024 à Fontenay-le-Comte. Ça y est, c'est fait. Les bâtiments qui ont été aménagés pourront accueillir praticiens et patients au cœur de la ville, 76 rue des Loges, en partenariat avec Care Santé. Aussi, pour accompagner ce dernier projet, par décision du maire du 29 janvier 2024, la ville a sollicité le soutien financier de la région des Pays de la Loire au titre du Fonds régional d'aide d'urgence pour le maintien des professionnels de santé. Le dossier de demande d'intervention a été instruit et la présidente du conseil régional a notifié à la ville l'octroi de la subvention demandée de 6 875 € qui donne lieu à une convention financière. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution par la région des Pays de la Loire de cette subvention de 6 875 € hors taxe au titre du Fonds régional d'aide d'urgence aux collectivités pour le maintien des professionnels de santé, pour les travaux d'aménagement du centre de santé provisoire au 76 rue des Loges, d'approuver les termes de la convention financière à intervenir avec la région des Pays de la Loire et d'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention et tout document se rapportant à cette opération. Merci Madame Légeron. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Bertin, oui. Oui, donc là, bien entendu, on va demander la subvention, c'est évident, mais on n'a jamais eu le coût des travaux d'aménagement. Si, c'était annexé dans le dossier, je crois que c'est 47 000. On l'a pas vu. Pardon, c'est même pas ça, c'est 27 500 €. Moi, j'ai dans le dossier de conseil. 27 500 €. C'était l'ancien service urbanisme qui était aussi le service des sports. Enfin, c'est un bâtiment qui a beaucoup muté. Donc, on a fait un travail surtout de recloisonnement, de peinture, de sanitaire, etc. Voilà, donc c'était ce qui était dans le dossier de conseil. Et il y a un loyer qui est demandé à la communauté de communes de 1 700 €. C'était en tout cas ce qui était prévu. Et c'est dans le cadre des loyers qui seront rendus en tout cas à l'opérateur Office Santé, Care Santé, dans le cadre du village santé. Donc c'est une opération un peu à tiroir qu'on avait évoquée déjà avec les élus communautaires à la communauté de communes. Alors, il y a une autre... Pardon ? C'est bien ça. Le montant de la participation, c'était à la ligne 2.2. Oui. D'accord. On ne l'avait pas vu. Voilà, mais c'est pas grave. Madame Vérag.
Oui, les 6 875 €, c'est la seule subvention que... Non. Ça, c'est la subvention de la région pour le centre de santé, pour le réaménagement des locaux. Hein. Bon, voilà, il y a 25 000 €, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais ça doit être de l'ordre de 25%, quelque chose comme ça, je ne vais pas trop regarder. En revanche, il y a un travail qui est fait actuellement. Normalement, le dossier sera présenté par l'opérateur pour le village santé après. Alors, je crois de mémoire que c'est un maximum de 300 000 € qui peut être sollicité par la région. Aujourd'hui, il y a un règlement régional qui permet cette subvention pour des bâtiments publics. Et je sais que la région est en train de modifier son règlement pour éventuellement accueillir des projets avec un bailleur privé. Donc il y a une réflexion qui est en cours, le dossier va être déposé. Voilà, donc je ne peux pas vous dire, mais normalement il y aura un autre morceau de financement. Et pour le département, je crois, après il y aura d'autres financements, mais plutôt sur le village chantier, sur le matériel, je crois. Je n'ai pas tout en tête là. Et là, il y a eu 20 000 de l'ARS. Ah ben voilà. Sur ce programme-là, l'ARS aussi a apporté des financements à hauteur de 20 000 € normalement mais oui, pour l'instant, il n'y a pas de convention nécessaire. Mais c'est sur le matériel, je pense. C'est sur les ordinateurs, sur le matériel. Sur les travaux aussi. Ah, c'est sur les travaux. Bon, ben voilà. Voilà. Ben, c'est un pourcentage, c'est 25% du montant des travaux, c'est ça en fait. Hein, donc voilà. D'autres questions? Non. Donc, je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, merci. Et je vais laisser la parole à M. Vergniaud. Donc, il s'agit de cession de parcelles au profit de Vendée Habitat dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Moulins-Liots. En effet, donc comme de nombreux conseils, on passe une vente en lien avec le renouvellement du quartier des Moulins-Liots qui avance bien, avec un début de travaux d'aménagement des espaces publics qui va pouvoir avoir lieu cet été, et, enfin, notamment à la rentrée, et la partie reconstitution de l'offre portée par l'ensemble des bailleurs, que ce soit Vendée Logement, Podelia ou Vendée Habitat, qui se mobilisent aussi sur l'ensemble du territoire, avance. Et là, on est dans le cadre de ce protocole d'échange foncier avec Vendée Habitat, entre la ville et Vendée Habitat, où plusieurs parcelles sont vendues dans un sens ou dans l'autre. Et là, on est sur le quartier des Moulins-Liots pour que Vendée Habitat puisse construire des logements de cette reconstitution de l'offre. C'est pourquoi il a été convenu que la ville puisse vendre à Vendée Habitat des parcelles destinées et à la construction de logements et également à leur antenne locale, donc là où ils peuvent accueillir les locataires dessus. Donc c'est pour ça qu'il vous est proposé ce soir d'approuver la cession des parcelles qui sont indiquées ci-dessous, donc BV 618, 619, 544 et lot A et B, pour un total de 150 980 €, et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer l'acte notarié à intervenir, étant précisé que les frais inhérents seront à la charge de l'acquéreur. Et peut-être pour anticiper aussi et apporter l'ensemble des lumières sur ce sujet-là, ces 150 000 € ne seront pas touchés par la collectivité cette année, mais il y a un règlement à la fin du protocole d'accord foncier où la soulte est réglée entre le bailleur et la ville pour éviter d'avoir des échanges dans un sens et dans l'autre tout au long du protocole d'accord. Merci, Monsieur Vergniaud. Est-ce qu'il y a des demandes de précision? C'est clair. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et je vais laisser la parole à Patricia Drouin. Donc là, il s'agit d'une modification de tableau des effectifs. Merci, Monsieur le maire. Donc effectivement, le tableau des effectifs sera modifié au 15 juillet 2024. Donc nous créons 3 grades en filière administrative en prévision du recrutement du responsable de l'espace René Cassin en catégorie B, et nous créons 5 grades en filière animation, catégorie C, pour le recrutement de 5 directeurs animateurs dans le cadre du PEDT, le projet éducatif de territoire. Donc ces 5 directeurs animateurs seront recrutés à temps partiel, temps non complet, puisqu'ils sont pris en charge aussi par la communauté de communes. Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs. Merci, Madame Drouin. Avez-vous des questions sur cette modification? Monsieur Berthaud, oui. Oui, juste une demande d'éclaircissement.
Donc en fait, c'est pour les temps périscolaires et pour le... Oui, c'est bien ça. Ils vont se partager entre les temps périscolaires, donc c'est école, matin et du soir, mairie, oui. et puis les centres de loisirs pour la Comcom. Le mercredi et les vacances. D'accord. C'est exactement ça. C'est lié à l'ouverture du nouveau centre, du nouvel accueil de loisirs à Bourg-en-Massé. Aussi, oui. Les petits moulins, c'est ça? Moulins les graines de enchantés. soleil, en fait. Les moulins ah, enchantés. les moulins enchantés, oui, c'est ça. J'ai du mal à m'y faire. Ok, voilà. Merci. Pas d'autres questions? Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est adopté. Et je vais laisser la parole à nouveau à Patricia. Donc là, il s'agit du régime indemnitaire, modification. Donc dans cette délibération, on apporte simplement 2 précisions. À la demande de la préfecture, c'est à peu près la même délibération que le conseil municipal du 12 mars dernier. Donc, vous savez que la police municipale a un régime indemnitaire spécifique qui comprend l'IAT et l'ISF. Donc, pour l'IAT, c'est bien pour chez nous la police municipale pour le grade de gardien brigadier, de brigadier chef principal, donc en catégorie C. Pour l'ISF, les catégories B ont droit à 30% du traitement mensuel et pour les catégories C, c'est 20%. Donc ce régime, il est provisoire puisqu'il va s'arrêter à la fin de l'année. Il y a un décret du 26 juin qui est sorti dernièrement qui va modifier ce régime indemnitaire. Donc entre aujourd'hui et la fin de l'année, il va y avoir des discussions, une étude de décret, il va y avoir des négociations avec les partenaires sociaux. Et donc ce décret, ce nouveau régime indemnitaire pour la PM sera présenté en CST et on vous le présentera en conseil municipal d'ici la fin de l'année puisqu'il doit être applicable au 1er janvier 2025. Merci. Madame Drouin, avez-vous des questions? Monsieur Berthaud, oui. Oui, une demande d'éclaircissement là aussi. Comme vous l'avez dit, le régime des policiers municipaux, c'est un régime qui est en dehors du RIF 7, me semble-t-il. Le RIF 7 est basé sur 3 critères, donc l'expertise, l'encadrement, la suggestion particulière. Et donc, on a des bases tangibles pour déterminer le régime. Aussi pour les policiers municipaux, au niveau pour chaque grade, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle base vous avez fixé les coefficients? Parce qu'effectivement, là, je vois entre 3,16 et 8, il y a quand même pas mal de différences. Donc, je voulais savoir sur quelle base, surtout dans une question de ne pas créer d'inéquité entre les agents de même grade. En fait, les coefficients multiplicateurs, et jusque-là, ils étaient appliqués à 0,52,316. On a un maximum à 8. Donc, on a mis le maximum à 8. Après, à charge des services RH de négocier. Voilà. Merci, Madame Drouin. Oui, mais je voulais savoir si vous avez, sur quels critères vous allez définir les coefficients pour 2 personnes du même grade, par exemple. Il doit bien y avoir des critères qu'on va définir entre 2 personnes du même grade où ils ne vont pas forcément avoir effectivement la même rémunération. Mais ça, c'est le travail du DRH et puis du directeur général de voir avec les agents et puis avec les partenaires syndicaux. Mais c'est pas... Voilà. Enfin, tout le monde n'est pas toujours payé partout au même prix. C'est pas... Voilà. Oui, mais c'est pas la question. Ça, on l'entend bien. Je sais pas, je sais la bien. question, c'est les critères. Vous savez bien que dans le cadre de l'IFSE, il y a un certain nombre de critères. Donc, quels sont ces critères? Alors, les critères, je ne les ai pas là. Je pourrais vous les communiquer en demandant au service RH, bien sûr. Pas de problème. Pour les précisions. Oui, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait entendre et croire, le régime indemnitaire, il passe en conseil communal, hein, en conseil municipal. Ça fait partie des prérogatives du conseil municipal. Donc, notre question, elle est tout à fait légitime en la matière. Donc, ça serait bien qu'on puisse les avoir. On donnera des informations aux commissions. Oui, au conseil municipal surtout. Je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Est adopté. Merci. Je vais laisser la parole à Madame Meupteau. Donc, il s'agit d'une subvention, une attribution de subvention au SPR. Oui, merci, Monsieur le maire. Un seul dossier de subvention pour le site patrimonial remarquable.
un dossier qui est passé en commission et qui remplit les critères nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une subvention de 2 000 €. Voilà, il vous est donc demandé de bien vouloir accorder cette subvention. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de précision sur cette délibération? Pas de souci. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Monsieur Minier, donc première délibération concernant les associations, donc l'attribution d'une subvention sur projet déjà effectuée. Voilà, une aide financière peut être allouée aux associations pour la réalisation d'un projet comme prévu dans le règlement d'attribution de subventions aux associations fontenaisiennes. Donc on a reçu le bilan définitif de l'association du jumelage Crévillante de Fontenay. C'était un événement sur la biennale. Il a été étudié en vie associative et on a décidé ensemble une subvention de 4 000 € sur cet événement. Donc il est proposé d'attribuer une subvention sur projet à l'association Jumelage Fontenay Crévillante et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Avez-vous des demandes, des questions? Non, c'est clair. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux, elle est adoptée. Et association toujours, donc là il s'agit de subvention sur les projets futurs, donc concernant OSE et le Camembert. Donc voilà, ce sont deux avances. Alors elles ont tellement avancé qu'elles ont été inversées dans le conseil municipal. Donc elles ont été bien vues en commission, mais elles ont été inversées sur le dossier du conseil municipal. Donc, veuillez nous en excuser. Donc en fait, ces deux avances sur le projet OSE et un projet, donc une avance, un acompte de 750 €. Et pour le Camembert, une avance de 2 500 €. Donc il est décidé d'approuver les termes de la convention à intervenir pour les associations. Et ensuite, lorsque l'événement sera fait, on recevra les bilans définitifs qu'on étudiera en commission sport et vie associative. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc moi j'ai lu le truc comme un inversé en fait. Donc tout le monde a compris. 750 pour le Camembert, 2500 pour Rose. On va y arriver. Parfait. Merci, Monsieur Minier. Vous ayez tous corrigé. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux subventions? Pas de questions? Oui, si. Une question pour Madame Saint-Cyr. J'aurais voulu savoir, puisque l'an dernier, autant que je me souvienne, il y avait un déficit à hauteur de 29 000 € pour OSE. Je voulais savoir où en était ce déficit et s'il avait été résorbé ou pas. Puisque c'est quand même à nouveau, hein, vous comprenez bien que le sens de ma question, y compris par rapport à Fontenay-en-Seine, dont on va voir tout à l'heure, c'est aussi important. Quelle action est faite, puisqu'on renouvelle une subvention et on va la voter, mais quand même, j'aimerais pas qu'on puisse être dans un système de dérive, puisque c'est jamais bon, ni pour la municipalité, ni pour l'association en elle-même. Vous avez tout à fait raison et nous sommes attentifs au développement des associations, même si la responsabilité première leur incombe. Bien sûr, nous ne sommes que des financeurs de projets, au même titre que les autres partenaires qui financent évidemment le projet OSE, le département et la région. Mais vous avez raison, les déficits peuvent être plus ou moins importants au regard des budgets généraux de OSE et ils sont toujours couverts par le président, qui a des fonds privés et du mécénat qui couvrent les déficits. Jusqu'à maintenant. Merci. Qui explique qu'il y avait 165 € à la fin, là, dans le projet de budget que j'ai pu voir, ce qui voulait dire qu'il y avait donc eu apurement du déficit antérieur. Tout à fait. Et puis, vous savez ça très bien, mais il y a aussi des décalages entre les prévisionnels et les réalisés. Voilà. Oui, mais ce qui m'importe, c'est votre réponse, c'est de savoir que le déficit a été résorbé. Merci. Merci. Donc, on va passer au vote sur ces deux subventions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, il est adopté. Et encore une subvention donc exceptionnelle, comme on l'avait évoqué au dernier conseil. Donc il s'agit celle de Fontenay-en-Seine. Monsieur Minier. Oui. Malgré une fréquentation record du Festival des Nuits Courtes en octobre 2023, l'association Fontenay-en-Seine connaît des difficultés financières. Après avoir renouvelé son conseil d'administration et son bureau en ce début d'année, l'association Fontenay-en-Seine propose un format repensé de son événement en 2024. 3 jours dont un gratuit, 6 concerts par soir, les vendredis et samedis,
réduction du budget, recherche de nouveaux mécènes. Afin de soutenir l'association Fontenay en Seine et permettre l'organisation de la 8e édition du festival Les Nuits Courtes du 24 au 26 octobre 2024, la ville de Fontenay-le-Comte souhaite accorder une subvention exceptionnelle à hauteur de 37 000 €. Pour ce faire, un avenant à la convention d'objectifs et de moyens doit être établi pour préciser le montant de la subvention exceptionnelle, les modalités de son versement et spécifier que cette subvention ne peut être utilisée que dans le cadre du projet du festival Les Nuits Courtes pour l'édition 2024. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Fontenay en Seine Les Nuits Courtes de 37 000 €, d'approuver les termes de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs et de moyens et d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Minier. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Oui. Non, juste une explication de vote, ça ne vous surprendra pas. Je pense que ça fait 45 plus 37, donc c'est quand même conséquent, c'est moins qu'on puisse dire. Nous avons dit autour de cette table que nous étions favorables à trouver une solution. Nous avons dit la dernière fois au conseil municipal que c'était une abstention exigeante et rigoureuse, mais bienveillante. Nous formulons le souhait qu'il y ait une autre organisation juridique sur ce festival, parce que tel qu'il est conçu aujourd'hui, ça nous semble difficile. En tout cas, j'avais juste une question. Il est dit à la fin de la convention qu'il y a en annexe le RIB. Il n'y est pas en annexe le RIB. Je voulais juste savoir, Madame Saint-Cyr, si c'est bien Fontenay en Seine qui va recevoir la subvention de 37 000 et celle de 45, et non la festivalerie comme c'était auparavant. C'est Fontenay en Seine qui reçoit les subventions. Ils ont donc une autonomie financière aujourd'hui. Tout à fait. D'accord. Juste une précision sur ce que vous avez évoqué. La ville est fermée sur aucun modèle, mais aujourd'hui, c'est l'association qui quand même propose. Aujourd'hui, pour l'instant, l'association veut continuer sur ce modèle. On verra. Et je pense que c'est l'objet des subventions, d'ailleurs, qu'on a accordées à titre exceptionnel cette année, qui sont quand même importantes. Hein. On aura apporté, entre la ville et la Comcom, encore beaucoup de financements exceptionnels. Donc c'est vrai que cette édition, elle est importante. Il faut la réussir. Il faut qu'ils la réussissent. En tout cas, c'est la mission qu'ils se sont donnée. Il y a un travail qui est fait par l'association. Nous avons apporté notre au bol, j'ai envie de dire, exceptionnel. Gageons les uns et les autres que cette édition soit la bonne et que l'association puisse se ressaisir financièrement. Voilà, peut-être que demain, il y aura d'autres modèles. Nous, on n'est pas fermé. Ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est qu'en tout ça, cette équipe municipale souhaite évidemment qu'il y ait un temps important pour les jeunes de musique actuelle. C'est un festival qu'on a porté sous l'ancien mandat, qu'il faut continuer. Bon, voilà, j'ai envie de vous dire, des festivals comme celui des Nuits Courtes qui vont pas bien en France, malheureusement, il y en a beaucoup. C'est triste, c'est pas joyeux, mais on est à la croisée des chemins. Donc, malheureusement, ils sont pas tout seuls. Je crois qu'on partage tous, en tout cas, l'idée de les soutenir. C'est ce qu'on fait ce soir. Donc, merci. Merci mais Monsieur le maire, vous savez pertinemment, à moins que vous n'ayez pas lu le rapport de la Cour des comptes sur, justement, ce festival, sur la festivalerie et les modes de financement, si je me permets de dire, et vous-même, vous l'avez évoqué lors d'un bureau du conseil communautaire, et d'ailleurs, si on fait cette subvention, c'est que vous aviez anticipé une autre organisation. Oui. Il faut aussi se le dire. Bien sûr. La question, elle est véritablement d'actualité. Elle est fondamentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas d'association. Au contraire. Mais ça veut dire qu'il faut trouver la place de l'association dans ce système-là. C'est ça la réalité. Et donc, bien sûr. En son temps, il y avait un festival rock, il y a une tradition, et nous sommes tous porteurs de cette tradition. Le pire serait que, justement, on n'anticipe pas. Vous savez bien que, dès 2017, nous avions dénoncé la façon dont c'était organisé. Nous avions malheureusement raison. Et je pense que notre rôle n'est pas un rôle de mettre des bâtons dans les roues. Notre rôle, il est aussi un rôle d'alerte et de faire en sorte que, justement, cette réponse à la jeunesse fontenaisienne, elle puisse perdurer et que, justement, la municipalité
puisse prendre l'initiative d'un autre modèle qui, je pense, serait nécessaire. Non, mais j'entends les conseils. La différence, c'est que nous, on l'a fait et on l'a porté, ce festival. Pas vous. Donc, je veux bien recevoir toutes les leçons du monde, comme vous savez le faire régulièrement. La différence, c'est que nous, on l'a fait sous l'ancienne municipalité. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. D'ailleurs, on a évoqué, et c'est l'association aussi qui est à la manœuvre. On a évoqué avec le président, compte tenu des difficultés cet hiver, on a ouvert tous les scénarios possibles, et celui, effectivement, de l'animation du festival, et d'un festival qui pourrait être porté soit par un autre opérateur, soit par une régie municipale. C'est pas un gros mot, ça pose aucune difficulté. L'association a souhaité continuer comme ça. Ce qu'on a dit, c'est qu'on continuait cette année sous ce format, en espérant que ça fonctionne, mais peut-être que demain, et d'ailleurs, c'est déjà un sujet qui a été sur la table, moi j'ai invité déjà plusieurs fois le président et le bureau à avoir des réflexions, peut-être avec d'autres partenaires que la festivalerie. Il n'y a rien qui dit qu'aujourd'hui on ne peut pas changer de prestataire, enfin, c'est à l'association de le décider. Voilà, leur choix, ça a été de continuer cette année comme ça, mais nous on était, et vous avez raison, cette subvention exceptionnelle, en fait, elle vient financer ce qui a été évoqué, elle vient financer en partie le cachet de Dionysos, puisque la ville s'était organisée au cas où il n'y aurait pas d'édition des Nuits Courtes. On a toujours été clair avec l'association sur ce sujet. Dans la mesure, et c'est tant mieux, l'association a souhaité continuer, on apporte finalement le financement de ce groupe, qui aurait été prévu en régie municipale, dans un temps de la saison culturelle, on l'apporte au festival. On a totalement été transparent avec l'association sur ça. Donc voilà, que ce soit la ville qui le porte ou là, on finance Fontenay-en-Seine pour porter ce cachet. Il n'y a pas de, mais tout ça est très clair. Il faut juste qu'on se souhaite une belle édition du festival pour que ça continue. Mais demain, tout est possible. J'espère qu'on se reverra avec l'association à l'issue du festival. Et puis chacun prendra en tout cas ses responsabilités. Mais en tout cas, les scénarios sont ouverts. On n'a pas de difficulté pour ça. Nous réitérons notre demande de participation, très clairement. Vous avez le droit de participer au conseil d'administration de l'association. Je pense qu'il y en a qui y sont d'ailleurs dans cette... On a le droit aussi de participer à une réflexion commune, à moins que... Vous savez, vous m'avez fait une réponse tout à l'heure qui était une réponse... nous, on l'a fait. Bah oui, c'est la vérité quand même. Mais vous savez, vous avez fait des choses, nous en avons fait... vous rappelez souvent, je veux dire, faut jamais regarder dans le rétroviseur. Regardez donc devant un peu plus souvent, ça serait un peu mieux. Je veux dire, c'est d'une mesquinerie sans nom de faire des comparaisons de cette nature-là. Mais enfin, bon, ça vous arrange. Non, mais c'est comme ça. Je dis simplement, mais bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude. Je dis simplement que nous sommes porteurs de participer à une réflexion. Je pense que sur le sujet, nous avons été plus que bienveillants et que je pense aussi qu'au sein de notre groupe, il y a un certain nombre de compétences. Vous pouvez éventuellement les nier, ça c'est votre droit, mais elles existent. Donc ça serait peut-être dommage de s'en priver. Merci. Donc on va voter cette subvention exceptionnelle. Donc qui est contre, qui s'abstient? Merci. Elle est donc adoptée. En tout cas, heureusement qu'il y a la majorité pour les voter, parce que sinon ce serait compliqué pour l'association. Mais bon, ça c'est un autre sujet aussi. Allez, l'association appréciera sans nul doute. Ensuite, autorisation d'opération. Ben oui, je fais de la politique, oui, parce que c'est facile de dire on soutient, mais en fait on vote pas. Donc si vous voulez, il y a un moment donné, on peut pas être pour, contre, enfin ça devient compliqué quand même. Le Nini, vous êtes un adepte, c'est bien connu, oui. mais de ce côté-là, je vais vous dire... C'est pas contre l'association. Mais c'est pas à moi que vous avez à rendre des comptes, c'est à l'association. Mais non. Moi, que vous votiez pas, c'est normal, vous avez toujours été contre. Donc, non. Il n'y a pas de sujet. Vous voyez, alors là, une nouvelle fois... Votez pour alors, puisque c'est une contre-vérité. Mais votez pour. Non, nous abstenons parce que vous ne voulez pas que nous participions à la réflexion. C'est tout. S'il y avait une ouverture de votre part, je vais vous dire, eh bien oui, mais il faut pas inverser les choses. Voilà. Et puis, deuxièmement, je pense que vous avez... Constamment, vous faites de la désinformation sur les nuits courtes. Vous nous véhiculez depuis l'origine comme quoi nous sommes contre. Nous avons toujours été pour. Votez pour alors. Non, votez pour. Soyez cohérents. Soyez cohérents. Faites en sorte qu'on puisse discuter réellement autour de la table. Mais il y a une commission culture dans laquelle tous les sujets ont été évoqués régulièrement avec Madame Saint-Cyr. Peut-être que vous jugez que Madame Saint-Cyr n'est pas apte à s'occuper de ce dossier, ce qui est dommage. Voilà, je pense qu'il y a une autre.
Il y a un autre groupe qui ne fait pas partie de la majorité qui participe aux commissions et dans lequel tous les sujets sont abordés. Qui avait fait la même demande en novembre-décembre la dernière fois, de la même manière. Et je vais vous dire, c'est dommage de vouloir personnaliser, parce que, je vais vous dire, les réponses de Mme Saint-Cyr, s'ils étaient les mêmes de votre part, je vais vous dire, ça serait quand même beaucoup plus agréable. Bien justement, participer à la commission avec Mme Saint-Cyr, on passera un bon moment. Allez, on va passer au budget. Autorisation d'opération d'ordre non budgétaire. Madame Drouin. Donc, la nomenclature M57 a rendu obligatoire l'amortissement des œuvres d'art au compte 216-22. Donc, les dotations d'amortissement chaque année dans les exercices, c'est comptabilisé en charge. Mais pour les dépenses déjà comptabilisées et non amorties, la M57 impose la reconstitution des amortissements par le débit du compte 10,68 et le crédit du compte 28,16. Donc il faut une délibération pour autoriser le comptable public à rétablir l'actif et le passif du budget principal par des opérations d'ordre non budgétaire. Donc vous avez un tableau avec l'état d'inventaire des œuvres d'art. Donc la valeur d'achat est de 60 580 €. La reconstitution des amortissements antérieurs à 2023 s'élève donc à 58 393 €. Et pour l'exercice 2023, l'amortissement sera de 546 €. Merci, Madame Drouin. Est-ce que vous avez des questions sur cette autorisation? Non, pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, délibération sur les créances éteintes. Madame Drouin, toujours. Donc, par décision de la commission de surendettement de la Banque de France, il y a 4 jugements pour lesquels on nous demande d'éteindre les créances. Donc, le montant total à admettre en créances éteintes s'élève à 1 829,94 €. Donc, vous avez le détail dans le tableau des 4 créances. Il est donc proposé au Conseil municipal d'admettre cette somme-là en créances éteintes et mandatée au compte 6542. Merci, Madame Drouin. Des questions? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Et on va passer à la délibération suivante. Donc là, il s'agit d'admission en non-valeur. Donc pour les admissions en non-valeur, le comptable public nous a transmis 3 listes de créances pour un montant total de 11 224,51 €. Nous avons, après échange entre la ville et les services du comptable public, rejeté le montant de 7 976,29 € où nous allons poursuivre l'encaissement de ces créances. Et donc, il vous est demandé d'admettre en non-valeur la différence pour 3 248,22 €. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non plus. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Merci. Et je vais laisser la parole à Patricia. Donc, il s'agit de la dernière délibération pour le budget supplémentaire. Donc, pour ce budget supplémentaire, il s'agit surtout d'équilibre technique dans les dépenses et les recettes. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture de tous les chapitres. Je vais plutôt vous lister les dépenses et les recettes par catégorie. Donc, première partie, il s'agit du fonctionnement. Donc, pour l'enfance, la jeunesse et les sports, nous avons une dépense supplémentaire de 51 400 €. Pour la culture, le patrimoine et l'animation, 72 520 €. Pour la solidarité et la santé, 4 000 €. Pour les espaces publics et l'environnement, 83 600 €. Pour la gestion patrimoniale, une dépense de 254 000 € avec une recette attendue de 80 000 €. Pour la vie démocratique et vie citoyenne, une dépense de 10 200 € et une recette attendue de 2 000 €. Et pour l'administration générale, 235 000 € en dépenses et 12 380 € en recettes. Et donc un delta entre les recettes et les dépenses de fonctionnement pour 617 141 €. Concernant l'investissement, là aussi des équilibres, des rectifications entre les dépenses et les recettes, entre les nouvelles inscriptions et les réinscriptions. Donc en ce qui concerne les aménagements urbains,
une diminution des dépenses de 235 500 € et une diminution, un ajustement des recettes de 256 000 €. Pour l'enfance, la jeunesse et les sports, une dépense supplémentaire de 279 400 € et une recette inscrite pour 1 096 000 €. Pour la culture, le patrimoine et l'animation, une dépense supplémentaire de 439 600 € et une recette attendue subvention de 200 000 €. Pour la solidarité et la santé, 8 000 € en dépenses et 23 600 € de subvention. Pour les espaces publics et l'environnement, 444 000 € en dépenses et 29 000 € en recettes. Pour la gestion patrimoniale, 67 000 € en dépenses et 34 000 € en recettes. Pour la vie démocratique et la vie citoyenne, 4 500 € de dépenses. Pour l'administration générale, 170 000 € de dépenses et 44 000 € de subventions. Et enfin, un ajustement de l'emprunt d'équilibre où on le diminue d'1 million d'euros. Donc, il vous est demandé de voter par chapitre donc, le budget supplémentaire du budget principal, équilibré en recettes et en dépenses. Donc, pour la section d'investissement, un total de 8 564 728 €. Et pour la section de fonctionnement, 1 758 597 €. Merci. Madame Drouin, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Bertin. Bien. Alors, nous, dans la minorité, on fait avec les chiffres que l'on a sous les yeux. Parce que Madame Drouin a évoqué des détails que nous, on n'a pas. Donc, on s'est posé un certain nombre de questions qu'on va vous poser et puis vous répondrez. Il y a le principe. Voilà, c'est le principe. Alors, si on prend la section de fonctionnement, bien entendu, on parle de budget supplémentaire. Vous l'avez dit, c'est un budget d'ajustement. Et finalement, c'est la colonne BS dans les tableaux là, qui nous intéressent. Dans le tableau qui nous est présenté, tableau plutôt synthétique, si on enlève, alors je parle au niveau des dépenses, si on enlève les 815 000 € que l'on verse à la section d'investissement et les 100 000 € d'opérations d'ordre, nous on a constaté qu'il restait 802 520 € de dépenses réelles. Bon, et dans ces 802 520 € de dépenses réelles, eh bien, les générales ont un montant de 600 720 €. C'est-à-dire que finalement, ce sont les charges à caractère général qui constituent principalement l'augmentation de ces dépenses. Ces charges viennent s'ajouter à celles qui avaient été votées au budget primitif, si bien qu'on aimerait bien savoir quelle est l'origine de cette augmentation de charges à caractère général. Ou alors, Madame Drouin les a listées, mais je n'ai pas tout saisi. Alors, le détail de ces charges, vous avez dû l'avoir avec la commission finances, où Madame Verhaeghe était présente. Mais on peut les redonner quand même. Alors, la grosse dépense dans cette partie, c'est la gestion patrimoniale. On a une dépense de 254 000 € qui concerne la démolition de l'immeuble rue Tiraco, avec une recette attendue de 80 000 €. Donc déjà, c'est 254 000 € pour cette partie-là. On a ensuite un ajustement, une dépense supplémentaire pour les charges de personnel de 200 000 €, en prévision notamment du recrutement des 5 directeurs animateurs du PEDT et également des... Ce n'est pas 5 directeurs, ils ne sont pas tous directeurs. Hein. C'est 5 postes, dont un des directeurs et des animateurs. Voilà. Ensuite, on a pour l'enfance, la jeunesse et les sports, donc on a pour les sports 37 600 €, donc l'entretien des équipements sportifs 14 500 €, une location de modulaire pour le foot 6 000 €, des changements de prise de murs d'escalade 4 800 €, un transformateur à Chamiro pour 9 000 €. On a aussi l'ouverture du parc Baron Aventure pour 3 000 €. Non, en fonctionnement. Pour la vie scolaire, 4 000 €. Pour la petite enfance, on a une dépense supplémentaire de 3 100 €. Pour ce qui est de la culture, patrimoine, animation, donc on a 49 600 € pour la culture. Il y a notamment dedans les 37 000 € de Fontenay-en-Seine.
Et on a aussi une dépense supplémentaire pour le projet d'établissement de médiathèque, 8 000 €. On a aussi la biennale, 21 300 €. C'était pour les tribunes, il me semble, le budget supplémentaire. Et 3 000 € pour le marché de Noël. L'action sociale, 4 000 €, c'est pour le bâtiment des Jardins du Cœur. On a des remplacements pour la partie espace public et environnement. On a 15 000 € pour la qualité des espaces publics. C'est les remplacements de poteaux incendie, l'entretien de terrain. On a aussi un budget de 68 000 € pour l'environnement. On a 40 000 € de plantation de végétaux. On a l'étude de SIAP pour 10 000 €, la contribution parc régional du Marais Poitevin pour 8 600 €. Pour la vie démocratique et citoyenne, 9 000 € pour la vie citoyenne et 1 200 € pour les jumelages. Et enfin, l'administration générale, on a un ajustement sur les impôts locaux en recettes supplémentaires de 12 380 €. En prévention sécurité, 21 800 €. Il y a une armoire de commande pour les cloches de Notre-Dame, 2 900 €, et des locations de vêtements de travail pour 10 000 €. Et puis une commande supplémentaire de produits ménagers pour 13 000 €. Voilà la liste de courses. Merci pour votre réponse. Merci. Je continue. Oui, allez. Oui. Je vais intervenir là. Attendez, M. Fourage a une question. On va. Non, je vais continuer. Et puis après... Bon, bah alors, mettez-vous d'accord. Alors, non. Bon, allez, donc, on laisse M. voilà. Bertin, on verra M. Fourage. Au niveau des recettes, bon, pas de problème. Hein, c'est le résultat de fonctionnement reporté qui équilibre le budget de fonctionnement. Alors, concernant la section d'investissement, là aussi, on s'est posé un certain nombre de questions à la vue des chiffres, là, parce qu'il y a des dépenses retirées, d'autres qui s'ajoutent, et c'est vrai que pour nous, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc, on a noté au niveau de la colonne BS qu'il y avait 1 321 000 € de dépenses réelles nouvelles. Alors, nous, on n'a pas compris. Par exemple, sur l'école Bourron-Massé, il y a moins 300 000 €. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Quartier Luceau, moins 674 500 €. Le musée, bon, moins 54 000 € pour prendre les principales. Par contre, il y en a une qui, on pense l'avoir comprise. C'est rue de la République, Docteur Audet, moins 80 000 €. C'est-à-dire qu'on s'est souvenu avec Mme Virag qu'au Conseil de décembre 2023, le 12 décembre 2023, voilà ma confusion, 12 décembre 2023, dans l'autorisation de programme, il y avait un plus de 131 000 €. Et on nous avait dit que dans ces 131 000 €, il y avait l'avance remboursable pour les commerçants. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait dit que nous, ça nous paraissait plutôt être une subvention de fonctionnement que d'investissement. Vous en souvenez sans doute, monsieur le maire. Et là, on a vu que ces 80 000 € étaient rebalancés après en fonctionnement. Donc finalement, on s'est dit qu'on avait peut-être bien compris cette histoire de transfert. Autrement, voilà. Ah oui, on a constaté aussi un ajout de 364 400 sur le budget voirie. Alors, au contraire, hein, si la voirie, on peut en faire, on est tout à fait d'accord. Simplement, on a constaté qu'il y avait déjà un reste à réaliser sur la voirie d'1 096 000. Donc, on devrait savoir où on en est au niveau de la voirie. C'est-à-dire, est-ce que les travaux ont un rythme plus soutenu que l'année d'avant? Enfin, vous vous souvenez que les années précédentes, ce n'était pas terrible. Parce qu'on se dit que si on rajoute de la voirie, c'est que ça doit avancer. Je ne sais pas, M. Guyéné, si... Oui, ça avance bien. Notamment les rues Rapin puis Saint-Martin. Donc c'est un chantier qui va se terminer à la fin de l'année. Hein, et c'est là qu'il y a une plus-value, hein, quand même, de 120 000, 130 000, parce qu'il y a eu des travaux plus conséquents pour faire le réseau pluvial. Voilà. Et il y a aussi, on a mis 100 000 de plus pour faire d'autres voiries à suivre. C'est aujourd'hui que cette somme-là sera bien dépensée en fin d'année. Oui, tout à fait, oui. Tant mieux. Hein. Ouais. Non, mais je suis dans les temps.
Très bien. Madame Roux, vous voulez vous amener une Oui, précision? juste préciser, par rapport à l'école Bourron-Massé, ça a été présenté en commission, c'est la subvention CAF. On l'avait dit en commission. Dans le cadre du PEDT, Voilà. en fait, la CAF nous versera 300 000 € de subvention sur le projet de Bourron-Massé. Et là, on est en dépenses d'investissement. Ça doit être ça? C'est une dépense d'investissement. Hein. Je sais pas, c'est pas ça. Ça vient. C'est pas une recette. Hein. Oui. En moins dans les dépenses d'investissement, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça fait 300 000 € en moins dans les dépenses d'investissement. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Cette compensation-là. Oui. C'est ça. D'accord, très bien. Dans la mesure, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, où on gagne en qualité en installant le PEDT. Voilà. D'accord. Très bien. Madame Drouin, vous vouliez apporter des précisions, Monsieur Bertin? Je peux vous énumérer quelques réinscriptions et nouvelles inscriptions, si vous voulez. Donc, sur les aménagements urbains... Les énumérer, qu'on les comprenne, quoi. Oui. Sur les Moulins-Lio, on a une dépense réinscrite de 145 000 €, c'est pour la maison des habitants, avec la même somme en recettes. On a moins 300 000 € dans les dépenses qu'on enlève pour l'opération Métropolis. Donc Bourron-Massé, on l'a dit. Métropolis, c'est le projet du bar de la REP qui prend du retard aujourd'hui, en raison d'Orion d'ailleurs, qui n'avance pas très vite à mon goût. Et donc ces sommes seront probablement effectivement pas utilisées à la fin de l'année, donc on les réinscrit sur autre chose. Pour Bourron-Massé, donc moins 3... Non, j'ai déjà dit, pardon. Oui. Pour la petite enfance, on a une inscription de 213 000 € de subvention. Et pour Bourron-Massé, on a 856 000 €. Pour la voirie, on a donc une réinscription de 138 000 €. Pour la gestion patrimoniale, une subvention pour la Maison France Service de 34 000 €. Et pour les archives de la Maison Baron, dont on parlait tout à l'heure, donc une dépense réinscrite de 170 000 €. Et la DETR qui s'élève finalement à 44 000 €. Alors, pour les dépenses supplémentaires, on a donc pour les Moulins-Lio 83 000 €, qui sont des aménagements de l'espace moins la reconstitution de l'offre, et une subvention qui vient diminuer pour 426 000 €. Pour l'USSO, on a la participation foncier, donc moins 131 000 €. On diminue les dépenses, et idem pour le 15 et 17 rue des Loges, où on diminue de 33 500 € les dépenses. Pour la vie scolaire, on a le projet Nef le Bourron-Massé pour 19 000 €, le projet Classe dehors pour 27 000 € et une subvention du même montant. Pour la jeunesse, on a 170 000 € d'inscrits pour le Pump Track aire de jeu. Pour les sports, on a 39 000 €, c'est pour l'espace partenaire rugby et une auto-laveuse. Pour la culture, on a 39 600 €. Il y a un projet de musée à 37 000 € notamment. Sur le patrimoine ancien, il y a donc 400 000 € pour l'église Notre-Dame et une subvention de 200 000 €. Pour la santé, on a 8 000 € de dépenses et 23 600 € de subventions. Pour la qualité des espaces publics, donc 126 400 € pour la rue Rapin. Pour d'autres projets voiries, 100 000 €. Pour la sécurité, 41 000 €, c'est un véhicule de police municipale. Sur l'environnement, pour des pistes cyclables, on a 50 000 € de dépenses avec une subvention de 29 000 €. Pour la gestion patrimoniale, on a 67 000 € de dépenses supplémentaires, donc 37 000 € pour des économies d'énergie et 15 000 € pour le logement rue Pierre-Brissot. Pour la vie démocratique et citoyenne, donc 24 500 € pour plafond suspendu des ateliers forge et mécanique, c'est l'outil en main, c'est ça, voilà. Et puis après, voilà, la réduction de l'emprunt d'équilibre, 1 million €. D'accord. Bien. Donc, Madame, recettes. Moi, je vais au chapitre dépenses pour l'instant. Donc, oui, on a parlé des 400 000 € pour l'église Notre-Dame. Ça veut dire que les travaux avancent bien et qu'il faut donc abonder. C'est ça la signification. D'accord. Bon, alors. C'est une bonne nouvelle. Comment? C'est une bonne nouvelle. Je ne dis pas le contraire. Très bien. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit au contraire, plus on réalisera, mieux ça sera.
On est d'accord. Il me semble que sur la voirie, on s'est compris aussi. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au bilan, il y a déjà un reste à réaliser de 3 572 000 de l'année dernière, qui s'ajoute donc au budget supplémentaire. Si on reprend ce qui a été voté au budget primitif, ça donne quand même un total d'investissement pour cette année de 18 millions d'euros de prévision. Pour mémoire, les années précédentes, on était à 14 millions. Ça veut dire que 2024, comme on nous l'annonce, va être une année de réalisation, hein, parce qu'il y a quand même 4 millions de dépenses prévues supplémentaires, 28,5%. Bon, alors concernant les recettes, on en a parlé au dernier Conseil, c'est surtout l'abondement de la section de fonctionnement de 5 750 000 euros qui contribue à l'équilibre du budget. On a noté que l'emprunt d'1 million, là, il est finalement rayé, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas fait. Donc c'est, je dirais, en accord avec le rythme des réalisations qui ont pu être faites les années précédentes. Voilà. Alors, pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long, je pense que si je suis assez clair, on ne va pas se perdre dans les chiffres. Hein. Sur ce budget 2024, on a un autofinancement prévisionnel dégagé qui sera de 2 693 400 euros, c'est-à-dire nettement inférieur aux années précédentes. Bon. Alors, la question, c'est, au budget primitif, et j'y reviens, l'équilibre du budget passait par un prévisionnel d'emprunt de 6 733 000. Donc, la question que je pose ce soir, c'est, on verra bien, au final, en 2025, comment les réalisations de ce budget 2024 se sont déroulées et de combien était le recours à l'emprunt. Puisque vous savez que le recours à l'emprunt, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. C'est bien. On verra bien ce que ça va nous donner dans un an. Voilà. Donc, voilà notre analyse sur ce budget supplémentaire. Je voulais juste vous préciser qu'effectivement, au BP, on avait mis un emprunt d'équilibre de 6,7 millions. Oui. Là, on vient le diminuer d'1 million. Notre objectif, c'est de ne pas dépasser 5 millions d'emprunts. Vous diminuez d'1 million le million qui était écrit. Donc, il reste bien 6,7 millions. Ah non. Non. 5,7 millions. On réduit d'1 million. Oui, mais il y avait un reste à réaliser d'1 million. Là. Il a été débloqué en janvier 2024. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ah, ça, c'est simplement sur ça y est, je comprends mieux. Voilà. Merci de votre précision. Donc, on est sur un prévisionnel de 5,7 millions. C'est ça. D'accord. D'où l'intérêt de poser les questions. Oui, mais il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Merci, M. Bertin. Et M. Fouras, je crois. Non ? Ah, je croyais que vous aviez demandé la parole. Excusez-moi, mais voilà. Bon. Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Il est donc adopté. Eh bien, écoutez, je vois que tout le monde a envie d'aller voir le match. Donc, juste vous remercier, vous souhaiter à tous et tous un bel été. Vous rappeler évidemment tous les événements qui ont lieu cet été, les ricochets, les rives d'été. Vous rappeler également vendredi l'inauguration du parc Baron Aventure, donc qui a redémarré après de gros travaux. Et puis, évidemment, vous le savez, mais vous allez peut-être pas reçu les invitations, mais de l'inauguration de Bourron-Massé qui aura lieu le 20 septembre prochain. Vous pouvez déjà le noter dans vos tablettes, vous allez recevoir les invitations s'ils ne sont pas déjà arrivés. Et puis, on se donne rendez-vous le 24 septembre prochain pour le prochain conseil. Oui. Ah, et je voulais en profiter aussi pour remercier notre journaliste correspondante de Ouest France qui, je crois, nous quitte vers de nouveaux horizons dans la région des Pays de la Loire. Donc, je voulais vous la remercier, en tout cas, pour la couverture médiatique du journal Ouest France et puis son travail de précision. En tout cas, c'était un plaisir de travailler avec vous. Je voulais vous en remercier, vous souhaiter bon vent. Voilà. Merci à tous. Bel été, bonne soirée.